BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler industrie et COP28 évidemment. D'abord, est-ce que c'est pas un peu antinomique? On en parle avec un des meilleurs économistes sur les questions industrielles et sur EDF et le nucléaire. Bonsoir Elie Cohen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi directeur de recherche bien sûr au CNRS. Ouverture de la semaine de l'industrie. Je ne sais pas si vous avez vu parce que c'est quand même c'était un de nos fleurons. Atos en bourse a encore dégringolé de 10% aujourd'hui. Est-ce que on assiste vraiment à un naufrage d'Atos? Et surtout, est-ce qu'il y a un espoir? On assiste surtout à l'échec de la solution qu'avait en tête Thierry Breton pour construire une informatique puissante en France. Il a cru qu'on pouvait marier les services informatiques ordinaires avec un investissement particulier dans la sécurité et un investissement dans les gros ordinateurs. C'était la reprise de Bull. Ce qu'on remarque, c'est que le mariage de ces trois activités ne fonctionne pas. Et donc, il y a eu plusieurs délestages et puis des difficultés, des crises de gestion. On n'a jamais vu, comme on l'a vu récemment avec Atos, à des équipes qui sont renouvelées en cours de mandat. Donc voilà, et il y a... Est-ce que c'est un peu symptomatique quand même de la gestion de l'industrie française par des managers? Non, c'est symptomatique de la gestion de la tech française, c'est-à-dire que... vous avez ça aussi un peu chez Alstom en ce moment. Oui, mais enfin, si vous voulez, on a passé notre temps à vouloir... chercher à constituer des champions nationaux dans le domaine de l'informatique. Ça remonte à très très loin. Souvenez-vous, C2I Honeywell Bull, souvenez-vous, l'autonomisation de Bull. Et puis avec Capgemini, on avait l'impression qu'on avait vraiment pris le cap d'un grand groupe qui était dans le conseil et les services informatiques. Et au fond, avec Atos et Worldline, c'était l'idée qu'on pouvait constituer un autre grand groupe à cheval sur les services, sur le conseil et sur l'industrie informatique. Bon, ce qu'on constate, c'est que non seulement ça n'a pas marché, mais qu'il n'y a pas de repreneur. Il y en a, mais bon, c'est pas... c'est M. Kretinsky, si vous voulez. On a l'impression que M. Kretinsky... M. Layani pour une partie. Voilà, c'est le monsieur qui, chaque fois qu'il y a une difficulté quelque part, essaye de venir voir ce qu'on peut faire. Le monsieur aux poches souvent, ça finira par des restructurations. Personne ne pense que Kretinsky est en train de constituer un groupe qui va des médias à l'informatique, en passant par le grand commerce, etc. Non, ça n'a pas de sens. Est-ce que pour vous, lorsque vous voyez aussi ce qui se passe du côté d'Alstom, il y a un problème de manager à la française ou pas dans l'industrie? Est-ce qu'on a perdu? Parce qu'en fait, on en dira un mot dans un instant, il y a une désindustrialisation profonde de la France. Non, Alstom, c'est justement une autre histoire très typique également de la situation française, c'est-à-dire de ces grands conglomérats de l'ère pompidolienne, la Compagnie Générale d'électricité, CGE, qui avait longtemps cru qu'il pouvait chevaucher plusieurs chevaux en même temps, les télécommunications, l'énergie, la communication, et puis qui n'ont pas été capables, parce qu'ils n'avaient pas les capitaux suffisants, parce qu'ils étaient trop endettés. Je crois que c'est plutôt un symptôme des drames du capitalisme à la française. On a souvent parlé d'un capitalisme sans capitaux. Je dirais que c'est non seulement un capitalisme sans capitaux, mais un capitalisme de grands ensembles qui ne tiennent pas la route face aux grandes mutations technologiques et industrielles. Alors, c'est l'ouverture de la semaine de l'industrie, 27 novembre, 3 décembre. C'est toujours le moment de faire un focus sur l'industrie française. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'industrie française, la France est capable d'attirer, ce qui est un peu nouveau, de grands investissements. On parlait du laboratoire Novo Nordisk, c'était plus de 2 milliards. Là, Emmanuel Macron s'est même déplacé. Il y a les 4 méga-projets, les Français ACC Vercors. Il y a aussi une division, le chinois, le taïwanais Prologem. Ça, pour vous qui connaissez, qui scrutez l'industrie française depuis quand même quelques années, c'est vraiment très nouveau. Vous citez quand même deux secteurs, l'industrie automobile et la pharmacie, qui ont été deux gloires françaises pendant très longtemps quand même. La vraie question pour l'industrie automobile, c'est est-ce que, avec le passage à l'électrique, on va sauver nos positions dans l'automobile ou pas?
Et de même dans la pharmacie, quand vous regardez sur les 20 ou 30 dernières années, la France était un grand producteur, un grand exportateur. Et là, on voit Sanofi aussi qui vend. Et il a perdu progressivement ses positions, donc il essaye de les reconquérir. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un thème qui est en train de s'imposer, qui est celui de la sécurité économique. C'est-à-dire qu'on avait cru que jusqu'à présent, on pouvait se fier aux échanges et que finalement on trouverait toujours nos médicaments, nos matières premières, etc. Et ce qu'on découvre, c'est que l'échange industriel devient un échange politique, devient un échange stratégique, et que du coup, on peut constater des pénuries dans le domaine, par exemple, des médicaments, et que face à ça, alors, le premier réflexe est de dire réindustrialisation, relocalisation, mais peut-être que ce qu'on est en train d'essayer de trouver, c'est une combinaison entre une certaine réindustrialisation, des partenariats privilégiés avec des pays proches, ce qu'on appelle les délocalisations amicales, et puis peut-être dans la pharmacie, une politique de stock et de mise sous cocon de certaines usines. Bref, on est en train d'essayer d'inventer un nouveau modèle économique. La sécurité économique. On n'est pas dans la souveraineté économique. On essaie aussi d'y être. Mais là, on est dans la sécurité économique. La première étape de la souveraineté, c'est la sécurité. Parce qu'il faut d'abord assurer à vos citoyens qui pourront disposer des médicaments et des biens dont ils ont besoin. Après, la souveraineté, ça, c'est de surcroît, c'est-à-dire on veut être autonome technologiquement, autonome industriellement, on veut pouvoir peser dans les bras de fer qui sont en train de se nouer. Quand même, le monde est en train de se restructurer entre d'un côté un bloc américain, de l'autre un bloc chinois. Que font les Européens là-dedans ? Que fait la France là-dedans ? Eh bien, on essaye à tâtons de trouver des solutions. France 2030 est une solution. L'électrique vallée du nord de la France est une autre solution. Cet appel à l'investissement en France, notamment dans le domaine pharmaceutique, c'est une autre solution. On essaye de construire brique après brique cette espèce d'autonomie. En tous les cas, ça marche pas trop mal parce que l'on regarde, il y a une création nette de 300 usines lors de la période 2017-2022 et c'était 600 disparitions d'usines entre 2008 et 2016 selon le spécialiste Rendéo. Donc quand même, là, ça veut dire que la politique que mène le gouvernement, ça fonctionne quelque part. Il faut se calmer, il faut dire qu'on vient de loin. Je me disais ça, si Elie Cohen est complètement d'accord avec le gouvernement, il y a un bug. Il faut se calmer, on vient de très loin. La désindustrialisation française a été une désindustrialisation massive. Ouais. On a détruit sur les 20 dernières années un tiers de l'emploi industriel. La part dans le PIB de l'industrie a été divisée par 2. Donc, si vous voulez, et d'ailleurs dans le fameux rapport gallois, c'était dit, la France a été la pire performance européenne. Bon, alors Parce qu'on a eu les pires politiques. Alors à partir de là, il y a eu le réveil, je dirais, Hollande, qui a... avec la politique de l'offre qui a consisté à dire qu'il faut recréer les conditions d'une offre compétitive avec une réforme du marché du travail, avec une réforme de la fiscalité, la fameuse fiscalité sur le capital d'un côté et sur la production de l'autre. Qui lui a valu son job, si qui ont été révisés. Et Macron s'est inscrit dans cette perspective et il a rajouté comme objectif la réindustrialisation, mais il faut bien comprendre quelque chose. Si on a été désindustrialisé jusqu'à présent, c'est pour de bonnes raisons. C'est parce qu'on avait des problèmes de compétitivité. Et donc, avant même de célébrer les nouvelles usines, il faut se poser la question de savoir si on est sur la voie de la reconquête de notre compétitivité. Oui, c'est un peu la question que je vous posais depuis le début, Elie Cohen, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Eh bien, alors je vous ai répondu. Vous pensez que oui, parce que lorsqu'on regarde la production manufacturière, elle baisse. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que, on a donné un coup d'arrêt. Vous l'avez noté, les créations d'usines l'emportent sur les fermetures d'usines. 2, la prise de conscience a eu lieu. C'est-à-dire que l'idée du fabless fab, l'idée qu'on pouvait avoir un monde sans usine et qu'on pouvait se contenter à la fois à faire de la recherche et du marketing. Et que l'industrie, c'était que des licenciements. Voilà, que l'industrie, c'était une vieille chose. Là, le discours a radicalement changé. Ce qu'on est en train de dire maintenant, et ce qui est vrai, c'est que l'industrie crée des emplois bien rémunérés, l'industrie concentre l'essentiel de la recherche, l'industrie est motrice pour les exportations et donc pour les équilibres extérieurs, et donc il faut s'en soucier. Et comment s'en soucier ? Pas en disant on va rapatrier les usines qui ont été perdues, qui sont allées au Maroc, dans l'ex-Yougoslavie, etc. Non, ça on le fera jamais. Par contre, il faut profiter du tournant technologique actuel pour qu'à la faveur
des innovations détectées, par exemple dans la mobilité électrique, etc., on crée un potentiel de production sur le sol national, d'où les batteries et d'où l'Electric Valley. Alors, on a quand même un atout. Même si les Allemands nous cherchent à nous faire concurrence, on a un atout qui est le nucléaire. Vous connaissez EDF de fond en comble. Est-ce que l'accord qui a été signé, on en a beaucoup parlé ici même, l'accord que Luc Rémont a signé avec notamment les pouvoirs publics, est-ce que c'est un bon accord? Parce qu'il a fixé un prix. Est-ce qu'il a gagné son bras de fer par rapport notamment à Agnès Pannier-Runacher? Et est-ce que c'est un accord qui sert EDF, qui veut lui permettre de sauver EDF, mais un peu sur le dos, peut-être pas des grands industriels, mais peut-être plus des PME ou des PMI? Ce qu'on peut dire, brutalement, c'est moins pire que ce que ça aurait pu être. Ah, d'accord. Voilà. Il faut voir que EDF fait face à un mur d'argent avec sa dette colossale, avec des investissements en financement colossaux, avec une surveillance européenne qui lui avait fait consentir cette arène à 42 €, qui était un jeu où il perdait à tous les coups. Enfin bref, je peux continuer la liste. Donc cet accord, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'abord de sortir de la nasse de l'arène. Oui. Cette situation dans laquelle EDF était obligé de vendre un tiers de sa production à ses concurrents, s'il le voulait bien, à un prix dont on nous dit aujourd'hui qu'il est inférieur au prix coûtant, c'est quand même quelque chose d'assez ahurissant. On sort de là, on va passer de 42 € pour l'ancienne arène à 70 €, qui est le nouveau tarif fixé pour Mais encore, on voit bien qu'il n'y a pas le même tarif pour tout le monde. En plus, non, mais ça, c'est le premier élément. Oui. Donc, premier élément, on est passé de 42 € à 70 €. Deuxième élément, au niveau européen, et c'est la deuxième chose que je voulais dire, la prise de conscience est opérée aussi, et on reconnaît que tout le système électrique européen était basé sur une tarification à court terme faisant fonction, établie à partir des fluctuations des prix de marché entre l'offre et la demande instantanée d'électricité, et que ce n'est pas avec un système comme ça que vous pouvez bâtir une industrie, que vous pouvez investir à moyen et long terme et assurer la sécurité pour les consommateurs, que ce soit les consommateurs industriels ou les consommateurs individuels. Donc on accepte maintenant ce qu'on appelle les contrats pour différence, c'est-à-dire EDF va pouvoir investir, l'État lui garantit un certain prix, et donc il y aura des aides ou des reprises si ces niveaux n'est pas atteint. Donc voilà. Mais est-ce que cet accord, est-ce que c'est le patron d'EDF qui a remporté ce bras de fer? Pour vous, Élie Cohen, est-ce que bras de fer, parce qu'on voit bien, il y avait la Creux qui disait 70 €, lui disait 120, enfin bon, Bercy qui disait attention les consommateurs, sans quoi il avait quand même assez raison. Est-ce que pour vous, c'est Luc Rémont, il a sauvé EDF? Je crois on est arrivé à un équilibre qui permet à EDF de financer le grand carénage, de financer les nouvelles tranches et de se trouver dans une situation où les 70 € sont quand même supérieurs au prix coûtant. Donc il y a même une marge qui est reconnue à EDF. Ouais. Et encore, lui, il dit c'est parce que là-dedans, la Creux n'avait pas pris en compte la gestion des déchets, la création de nouveaux EPR, etc. Oui, mais enfin bon. La COP28, qui va ouvrir ses portes, là, à la fin de la semaine, à Dubaï, vous en attendez quoi? Alors vous avez raison de les mettre en face, parce que réindustrialisation... Oui. On pourrait dire, mais pourquoi il y a un objectif de réindustrialisation à partir du moment où il y a un objectif de décarbonation? Est-ce que réindustrialisation et décarbonation, ça va de pair? A priori, non. Puisqu'on voit bien que le premier réflexe des industriels du pétrole, du gaz, etc., c'est de continuer à investir. Or, on a vu que l'objectif du 1,5 degré était maintenant hors d'atteinte. Complètement enfoncé même. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que cette logique? La réponse, elle est très simple, c'est une réponse politique. Les opinions publiques, non seulement ne sont pas prêtes à accepter les conséquences d'une stratégie agressive de décarbonation, mais ils l'expriment même dans leur vote. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'aussi bien qu'en Hollande ailleurs, on dit, non, on ne veut pas de cette décarbonation de bobo. Alors, c'est pas vrai du tout, c'est pas une décarbonation de bobo. Mais il n'empêche que ceux qui habitent dans les banlieues lointaines, qui sont obligés d'avoir 2 véhicules, qui ont une chaudière au gaz ou au fioul, etc., ils disent on n'a simplement pas les moyens d'investir dans cette décarbonation dont vous nous parlez. Ok, mais il y a quand même une responsabilité énorme par rapport aux générations suivantes lorsque vous voyez l'état de la planète. Alors vous avez raison, c'est pour ça que je pense... la décarbonation. Alors je pense qu'il y aura décarbonation, mais comme la décarbonation, ça veut dire dans certains cas
perte pure et simple de certains investissements qui n'auront pas été amortis. Il va falloir que la puissance publique mette de l'argent et de plus en plus d'argent, et qu'il faut que nous, contribuables, à un moment, nous soyons mis aussi à contribution. Oui, donc il faut une fiscalité. Oui. Vous partagez à peu près la même épure que votre collègue Jean Pisani-Ferry? Non, j'ai dit à Jean Pisani-Ferry qu'avant de ressortir l'impôt sur la fortune, on pouvait explorer éventuellement d'autres voies, on pouvait explorer les voies de la maîtrise budgétaire, mais à la fin des fins, si on n'est pas capable, et lui pense que c'est même pas la peine d'essayer, si on pense qu'on est incapable de maîtriser la dépense, si on est incapable de mieux gérer la dépense, il faudra effectivement des ressources nouvelles. Lorsque vous voyez là, je ne sais pas si vous l'avez lu dans la tribune dimanche, ce dimanche, il y avait une tribune justement qui était signée de 60 grands patrons. Il y avait notamment Patrick Pouyanné, Catherine MacGregor, Benoît Bazin, etc., en disant il faut accélérer la transition écologique, il faut emmener tout le monde avec nous. Vous dites, ça c'est leur service de com qui l'a fait et qui ont signé à la place des PDG, ou vous pensez sincèrement qu'on peut accélérer? Non, moi je pense qu'ils n'ont pas le choix et que c'est également une stratégie pour saisir des opportunités. Je m'explique. Oui. Dans le projet gouvernemental d'investissement dans France 2030, etc., il y a tout un volet où l'État va financer la transition de process de production qui étaient carbone intensifs en process de production qui seront plus verts. Ça, c'est une opportunité dans le domaine de l'industrie, dans l'industrie sidérurgique, dans les cimenteries, et dans tous ces secteurs intenses en carbone. Ils vont pouvoir bénéficier de ça, premièrement. Deuxièmement, il y a une aide à l'investissement pour les nouveaux secteurs productifs. Donc ça aussi, ça vaut la peine. Et puis troisièmement, il y a un enjeu d'image et d'investissement. Oui. Ces grandes entreprises, les jeunes ne veulent plus y travailler. Les investisseurs qui sont sensibles à cette motivation donnent des consignes à leur fonds d'investissement. Donc je crois que c'est simplement la prise en compte du monde tel qu'il est. Merci beaucoup, Élie Cohen. Donc vous n'attendez rien de la COP28. J'ai bien compris, on a bien compris le message. Au moins, ça a le mérite d'être clair. On verra si vous avez raison. Rendez-vous dans quelques jours. Merci beaucoup, Élie Cohen, d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Guillaume Paul qui nous apporte toute l'actu.